Bonjour à tous, je propose qu'on commence, ça va faire venir le public. Je suis très contente de modérer cette session avec Pauline Blanc-Petitjean concernant l'accouchement ailleurs, donc en filière, ailleurs qu'en filière hospitalière. Donc on va avoir 3 intervenantes et donc une des intervenantes, ce sera différé effectivement, ce sera en visio, donc vous ne pourrez pas lui poser de questions. Et donc on va commencer tout de suite avec Anne Chantry, donc, qui est sage-femme, maître de conférence en maïeutique à Paris et qui va vous parler de l'accompagnement en maison de naissance. Merci beaucoup. Je remercie les organisatrices de m'avoir invitée. Merci. Donc, je vais vous parler effectivement de la qualité des soins prodigués en maison de naissance. Et donc, je suis Anne Chantry, je travaille dans l'unité INSERM 1153 et en particulier dans l'équipe épopée, puisque je suis maître de conférence et sage-femme et épidémiologiste. Donc, je vous présente ici un travail qui synthétise, qui synthétise quasiment 3 années de travail avec tout un groupe de gens qui ont travaillé avec nous, puisque la recherche ne se fait jamais tout seul. Donc, c'est une présentation que je fais dans le cadre du groupe de recherche sur les maisons de naissance. Et je voulais absolument préciser dès le début de la présentation qu'on n'a aucun lien d'intérêt. Personne n'a travaillé en maison de naissance, on n'a pas accouché en maison de naissance et on ne milite pas dans les organisations en faveur de leur défense. Donc, quelques mots du contexte international. La première maison de naissance a ouvert ses portes à New York en 1970. Depuis, c'est un concept qui s'est beaucoup développé dans les pays développés. On a aujourd'hui plus de 160 maisons de naissance au Royaume-Uni et il faut savoir que là-bas, les accouchements en maison de naissance représentent 15% des accouchements du pays. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose d'alternatif, c'est quelque chose qui est intégré dans le système de santé comme une des possibilités, entre autres, parmi les différentes possibilités. En Allemagne, il y en a plus de 110, en Suisse, il y en a plus de 26. Il y a des ouvertures très régulières de maisons de naissance un peu partout dans le monde, beaucoup dans les pays développés, mais de plus en plus aussi dans les pays moins développés. Alors, il y a 2 modèles de maisons de naissance au niveau international. Le modèle de maison de naissance adjacente, qui est celui qu'on connaît en France, où les maisons de naissance sont contiguës des maternités. Et puis, il y a le modèle des maisons de naissance dites à distance, ou freestanding, qui sont des maisons de naissance à distance, où là, le transfert des femmes se fait forcément à travers un véhicule motorisé. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas en France. Tout simplement, je vous ai fait un petit tableau pour vous comparer vraiment quelques caractéristiques qui distinguent les maisons de naissance des maternités. Les maisons de naissance sont sous la responsabilité exclusive d'une sage-femme. C'est le cas en France, mais partout dans le monde. Elles proposent des soins continus, c'est-à-dire la même personne, le même duo de sage-femme ou le même trio de sage-femme autour de la même patiente. Elles ne proposent des soins qu'aux femmes à bas risque obstétrical. Et on y propose un suivi médical, mais sans intervention technique. Donc, il n'y a pas de péridurale, pas d'oxytocine pendant le travail, pas d'antibiotiques. Si on a besoin de tout ça, on transfère la patiente à la maternité. Alors, les maisons de naissance sont implantées dans de nombreux pays avec de bons résultats. Et on pourra revenir là-dessus si vous voulez, mais ce n'est pas l'objet de la présentation ici. En France, leur ouverture est récente. Elles ont commencé à ouvrir en 2015 et elles ont été ouvertes uniquement à titre expérimental. On arrivait, le contexte était celui-ci, fin 2019, à une décision de pérennisation ou non qui devait être prise par le pouvoir politique, à la fois par le ministère, par les députés et les sénateurs, puisque ça devait repasser devant le Parlement. Et à cette époque, on n'avait aucune étude scientifique qui avait été réalisée sur les maisons de naissance. Donc, le petit groupe de chercheuses que je vous ai présenté au début a décidé de se lancer dans une étude scientifique pour apporter des données probantes aux décideurs pour qu'ils puissent décider sur des données scientifiques et pas que sur des lobbies à la fois des unes et des autres. Donc, l'objectif de notre étude était d'étudier la qualité des soins prodigués en maison de naissance avec plusieurs dimensions à la qualité des soins selon la définition de Donna Bédian. D'abord, on voulait évaluer le nombre et la fréquence des accouchements en maison de naissance en France, la pertinence ensuite des soins prodigués en maison de naissance, c'est-à-dire l'éligibilité, est-ce que ces maisons de naissance sont dédiées effectivement aux bonnes patientes pour lesquelles elles ont été conçues. On a évalué l'efficacité des soins, c'est-à-dire est-ce qu'elles y prodiguent les soins qu'elles sont censées bien y prodiguer, et puis la sécurité des soins et des transferts. Alors, on a réalisé une étude nationale descriptive de type cohorte rétrospective des femmes ayant un accouchement planifié dans les 8 maisons de naissance en France, quel que soit le lieu final de l'accouchement.
On est parti des données Audipog, puisqu'on avait cette chance. L'organisation Audipog avait réussi à fédérer autour d'elle les 8 maisons de naissance. Donc il y avait un dossier commun informatisé qui existait. Alors on a dû beaucoup le retravailler avec les maisons de naissance, beaucoup travailler les données, faire des allers-retours sans cesse pour faire du nettoyage de données. Ça c'est très classique en épidémiologie. Mais on avait quand même cette chance d'avoir un endroit où étaient centralisées des données médicales. La population d'études était celle-ci. On a inclus toutes les femmes ayant un accouchement planifié en maison de naissance qui étaient entrées en contact avec la maison de naissance au moment du travail, quel que soit le lieu final, pour nous permettre justement d'étudier les transferts. Les critères de jugement, je vous les présentais au début, donc pertinence des soins, efficacité et sécurité. Les analyses ont été réalisées en intention de traiter pour limiter donc les biais d'interprétation. Si on avait regardé que les femmes qui avaient effectivement accouché en maison de naissance, on aurait eu un regard trop biaisé. Donc on a vraiment pris toute la cohorte de femmes qui avaient été en contact en maison de naissance pendant le travail. Voici le flowchart, donc la population d'études. On est parti de 1741 femmes pour les 2 années 2018 et 2019. On a constaté que 14% des femmes avaient été orientées vers la maternité au moment de leur grossesse, soit pour des raisons médicales, des situations à risque de complications ou des complications effectives, ou tout simplement parce que le projet avait évolué. Ça arrive, c'est la vraie vie. On a constaté ensuite que 10% des femmes avaient été orientées en maternité pour un déclenchement en toute fin de grossesse. On a constaté 3% d'accouchements inopinés dans la cohorte, ce qui nous donnait donc 1313 femmes qui avaient été accompagnées pendant le travail en maison de naissance pour les 2 années, 2018 et 2019, dans toutes les maisons de naissance en France. Et ça nous donnait 80% des femmes quasiment qui accouchaient en maison de naissance et 20% des femmes qui finissaient par accoucher en maternité. Alors, voici quelques caractéristiques des femmes. On ne va pas regarder en détail tous les tableaux. Je vais juste vous les présenter un peu en les lisant. Je vous montre ici. Là, j'ai essayé de vous comparer 2018 et 2019. On avait cette envie de voir un peu si le profil des femmes avait évolué entre les 2 années. Bon, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est des femmes qui ont des profils très classiques, voire même des profils pour des femmes à bas risque qui sont très à bas risque. Donc, elles ont un âge moyen qui a 32 ans, un indice de masse corporelle qui les classe dans une corpulence normale en grande majorité. Seuls 2% des femmes ont un IMC au-delà de 30, pardon. Elles sont dans 90% de nationalité française, donc 90% des cas, elles ont un niveau d'études supérieur au bac, donc ça ne représente pas du tout la population française, puisque les femmes en France ne sont que 50% à avoir un niveau d'études supérieur au bac. Donc on est vraiment dans une population très sélectionnée. La parité, ça, il me semble que c'est assez intéressant à vous développer aujourd'hui. En 2018, 56% des femmes qui été prises en charge en maison de naissance pour le travail étaient primipares. Et en 2019, on voit que cette évolution elle est un petit peu différente. On est vraiment à 50% de primipares, 50% de multipares. Elles présentaient toutes des grossesses uniques, c'est effectivement un des critères. Elles ont un âge gestationnel à l'accouchement à 39 semaines, même quasiment 40. Dans de très très nombreux, dans quasiment la majorité des cas, le fœtus se présente en sommet. Il y a quelques sièges qui sont parfois pas très bien diagnostiqués, mais vous voyez, c'est vraiment extrêmement rare comme situation. Et puis, elles ont tout un travail qui est déclenché spontanément. Donc, ce qu'on peut dire là, c'est qu'on a bien sûr comparé ces femmes, ces critères, aux critères de la HAS pour voir si effectivement les femmes en maison de naissance répondaient bien aux critères du bas risque obstétrical. Et nous, en France, on dispose de la définition HAS pour essayer de réaliser cette évaluation. Et dans plus de 98% des cas, les sages-femmes avaient bien sélectionné leurs patientes sur le bas risque obstétrical. Concernant l'efficacité, donc est-ce que les maisons de naissance réalisent les bons soins qu'elles sont censées y prodiguer? Donc l'idée là, c'est de vous montrer ces tableaux. Donc vous avez d'abord une colonne ici. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la souris. Bon, ici, une colonne totale, donc toute la cohorte. Et puis ensuite, on a distingué. Ça ressemblera à une analyse per protocole pour ceux qui sont familiers de ce genre de terminologie. On a distingué selon que les femmes accouchent effectivement en maison de naissance versus selon qu'elles accouchent à la fin, finalement, en maternité. Donc, on a une durée de phase de latence qui est à peu près de 4 heures et cette durée de phase active, qui est à peu près de 4 heures. Et cette durée de phase active, elle est plus courte en maison de naissance qu'en maternité, ce qui s'explique très bien parce qu'on transfère aussi beaucoup de femmes pour dissocier du travail. Donc, ça s'explique très bien. Les pathologies ou difficultés rencontrées au cours du travail, donc c'est une situation qui se présente dans quasiment 18% des cas. Et vous voyez que la grande majorité des cas, ces femmes sont transférées en maternité. Alors, quelles sont ces situations? Dystocie du travail, donc soit premier ou deuxième stade, altération du rythme cardiaque fœtal, 27% des cas à peu près, et puis le souhait d'analgésie péridurale n'arrive finalement qu'en 3e position. On pense toujours que c'est la première raison, en fait, pas forcément.
La rupture artificielle des membranes, donc à 5% des cas dans toute la cohorte et puis seulement 2% en maison de naissance. Donc effectivement, il y a très peu d'interventions techniques en maison de naissance. Les touchés vaginaux sont très peu réalisés. Vous voyez, quasiment 50% des femmes ont 1 voire 0 toucher vaginal pendant toute la durée du travail. Dans quasiment 60% des cas, les femmes vont utiliser le bain pendant le travail, ce qui est normal puisque c'est une des techniques d'analgésie non médicamenteuse qui est a priori, d'après la littérature, la plus efficace. Et puis, et il y a des femmes qui parfois ont besoin d'analgésie et donc là, elles sont transférées en maternité et ça représente 15% des cas à peu près. Alors là où vous avez des petites étoiles, c'est là où on a des différences entre 2018 et 2019. Et effectivement, il y a un peu plus de transferts pour demande d'analgésie péridurale en 2019 qu'en 2018 et encore moins de rupture artificielle des membranes en 2019 qu'en 2018. Concernant ce qui se passe à l'accouchement maintenant, alors à la différence de ce qu'on voit dans les enquêtes en France, en population entière d'après l'enquête nationale périnatale, on voit que les femmes n'accouchent pas du tout de la même façon en maison de naissance, puisque dans l'enquête nationale périnatale, 10% des femmes vont débuter les efforts expulsifs dans une position alternative. Et là, c'est exactement l'inverse. Il n'y a que 4% des femmes qui vont accoucher sur le dos. Tout le reste des patientes, donc 96% d'entre elles, accouchent dans des positions dites alternatives. Alors, le maintien du périnée au moment de l'accouchement, vous voyez, là encore, c'est des pratiques qui sont très différentes de ce que vous voyez en maternité, puisque dans 76% des cas, les femmes avaient bénéficié de la technique du hands-off, c'est-à-dire les sages-femmes ne mettent pas les mains, ou en tout cas ne mettent pas les mains telles qu'elles les mettent en maternité. La durée des efforts expulsifs, elle est de 22 minutes. On note 33% des femmes qui ont accouché dans l'eau. On note un taux d'administration préventive d'oxytocine, donc cette fameuse délivrance dirigée, qui est réalisée dans 18% des cas seulement en maison de naissance. Et puis une durée de séjour, là je vous le montre juste ici, qui est tout en bas, qui est effectivement très courte comme on s'attend, c'est-à-dire moins d'une demi-journée versus 3 jours quand les femmes finissent par accoucher en maternité. Ça, c'est plutôt classique. Concernant donc la sécurité des soins, c'est-à-dire les issues, alors on note vous avez ici dans nos tableaux, voilà la lecture, là c'est l'année 2018, là c'est l'année 2019, donc ça c'est notre cohorte. Et ici on se compare à la littérature internationale, donc c'est des études qui rapportent les issues maternelles et néonatales en maison de naissance, à la fois en Australie, en Angleterre et puis dans le monde, puisque là c'est les résultats d'une méta-analyse. Donc l'idée là, c'est qu'on puisse voir les résultats français et tout de suite les placer dans un contexte international pour voir un peu où on se situe. Donc 90% de voix basses spontanées dans notre cohorte en maison de naissance, et donc c'est tout à fait comparable à ce qui se passe à l'international. 2 à 3% de césariennes pendant le travail dans la cohorte de femmes qui sont accompagnées à un moment donné pendant le travail en maison de naissance, et 6,5% en moyenne de voix basses instrumentales, et là encore c'est tout à fait comparable à ce qui se fait à l'international. Concernant le périnée, on a des résultats assez intéressants. On se rend compte qu'en fait, les femmes de notre cohorte ont plus souvent un périnée intact, et ça c'est significatif quand on se compare à la littérature. Donc plus souvent un périnée intact, moins souvent d'épisiotomie. Vous voyez, seulement à peine 3% d'épisiotomies sont réalisées dans toute la cohorte, et donc ça inclut aussi des femmes qui sont en maternité, qui finissent par accoucher en maternité, versus, vous voyez, ce qui se passe à l'international, 8 à 12% d'épisiotomie. Donc on a en ce moment des études sur cet aspect particulier qui semble être une jolie spécificité française. Concernant l'hémorragie du postpartum, j'imagine que ça vous intéresse beaucoup comme résultat. Selon les années, on avait entre 1 et 2% d'hémorragie sévère, donc estimée à plus d'1 litre. Et quand on se compare à la méta-analyse de SCARF, le taux d'hémorragie sévère était de 1,2. Donc là encore, on est dans quelque chose de comparable. En revanche, en France, c'était des hémorragies sévères, mais qui ne nécessitaient jamais d'acte de deuxième ligne, en tout cas dans les deux années que nous avons évaluées. Et peut-être le transfert, ça c'est quelque chose qui peut vous intéresser. 6 à 7% des femmes sont transférées en postnatal vers la maternité pour des complications ou des situations à risque de complications. Et là encore, c'est assez comparable à ce qui se fait à l'étranger. Concernant la sécurité des nouveau-nés, alors, on va regarder les scores d'Apgar. Donc là, malheureusement, vous avez vu, on n'a pas grand-chose pour se comparer à l'international. Donc voilà, en tout cas, les taux en France. Donc entre 0,3 et 0,5% de nouveau-nés qui présentent un score d'Apgar inférieur à 7 à 5 minutes.
des gestes de réanimation néonatale qui sont nécessaires dans 1 à 2% des cas selon nos années d'études. Et puis là, on peut se comparer à l'international sur le taux de transfert en néonatologie. Donc vous voyez, selon les années, en fait, on est sur des effectifs tellement rares qu'il suffit de rajouter 1 ou 2 cas, on augmente beaucoup la fréquence. Mais on est dans des proportions qui sont tout à fait comparables. Je vous ai mis ici les intervalles de confiance pour vous montrer qu'en fait, ils se croisent et donc il n'y a pas de différence significative. Concernant le décès fétalo-néonatal, dans la cohorte française, sur toute la durée de l'expérimentation, donc les 5 années, il y a eu un décès, et ce décès a eu lieu pendant l'année 2018, donc ça tombe pendant notre évaluation. Donc on a la fréquence de ce décès. Ce qu'on compare là encore, c'est les intervalles de confiance, et quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, on est dans des taux qui sont tout à fait comparables également. Et le taux de réhospitalisation des nouveau-nés dans les 30 jours est, selon l'année de cohorte, entre 1 et 3%. Et là encore, c'est tout à fait comparable à ce qui se fait à l'étranger. Alors pour la conclusion, sur la toute première partie des résultats, on montre quand même des résultats qui sont plutôt satisfaisants, avec un vrai respect de la salutogénèse. Les maisons de naissance, on le voit bien, font peu d'interventions techniques. Les issues sont plutôt favorables, avec des issues qui sont aussi favorables en cas de transfert. Et si vous voulez plus de détails, je vous invite à aller lire le rapport que nous avons publié en 2019 et qui est disponible sur Internet. On a des résultats qui sont tout à fait comparables à l'international, quand les études, elles, à l'international, ont montré l'efficacité des maisons de naissance et la sécurité des soins. Alors, on préconisait à l'issue de notre rapport qu'il nous fallait des RPC. On avait besoin des RPC pour encadrer un peu mieux les critères d'acceptabilité, les critères de transfert. Et ça tombe bien parce qu'on a fait une saisine avec le CIAN auprès de la HAS et le groupe de travail va débuter en octobre. Donc, on est très contents. Et je pense que le CNGF sera sollicité, c'est sûr, pour envoyer des experts dans ce groupe de travail. Et on voulait absolument monter une étude comparative de grande envergure. Alors, on a tenté pendant plusieurs années de se faire financer pour une étude prospective. Échec total. Au bout de six tentatives, là, on est en train de se dire, de se demander vraiment si ça intéresse ou pas les pouvoirs publics. On a quand même voulu aller un peu plus loin et on a réalisé cette étude, et je vais vous en présenter les résultats, de façon rétrospective à partir de données existantes dans notre unité de recherche. Donc, je vous présente ce deuxième volet. On a cherché donc à évaluer les issues périnatales selon le lieu de prise en charge en comparant les femmes à bas risque prises en charge en maison de naissance, dans les données que je viens de vous présenter, versus les femmes à bas risque prises en charge en maternité. Et on s'est servi pour cela de la base de données de l'enquête nationale périnatale 2016 qui était disponible dans notre unité. Donc, vous voyez, les années ne se chevauchent pas tout à fait, ne sont pas tout à fait similaires. Néanmoins, on pense qu'on est sur des moments assez restreints où il y a peu de chances que le profil des femmes ou le profil des pratiques ait significativement évolué en 2 ou 3 ans. Donc, on a réalisé cette étude rétrospective comparative, donc en comparant ces deux bases de données. On a sélectionné dans les 2 cas les femmes à bas risque selon la définition du NICE, tout simplement pour une transposabilité de nos résultats à l'international, et puis parce que la définition du NICE tient compte vraiment du lieu d'accouchement et non pas nos recours HAS comme le professionnel le plus adapté pendant la grossesse. Elles sont quand même mieux adaptées pour ce qu'on voulait faire là. Alors, on a défini un premier critère de jugement qui était la morbidité périnatale sévère. On a voulu regarder vraiment ce qui se passait très mal, puis après ce qui se passait un peu moins mal. Et donc, on a, dans ce critère de jugement, intégré pour l'aspect maternel l'hémorragie du postpartum sévère, plus d'1 litre d'estimation de perte sanguine, les LOSA, l'admission des femmes en réanimation soins intensifs ou leur décès. Et pour l'aspect néonatal, les bébés qui donc présentent un score d'Apgar inférieur à 7 à 5 minutes de vie, les enfants qui ont besoin d'être réanimés, donc qui ont besoin d'être intubés, l'admission en réanimation néonatale et le décès. On a un autre critère de jugement secondaire, qui présente plutôt des issues défavorables, dans lesquelles on inclut la césarienne et la voie basse instrumentale, l'anesthésie générale, et puis l'hospitalisation, là cette fois-ci des bébés en néonat ou en UME. Donc la stratégie d'analyse, d'abord une analyse univariée descriptive comparative classique, ensuite une analyse multivariée multiniveau pour tenir compte des facteurs de confusion et des différences de pratiques entre les centres, que ce soit entre les maisons de naissance ou entre les maternités, et puis une analyse multivariée avec un ajustement sur le score de propension parce que on a un biais d'indication très fort, les femmes ne sont pas les mêmes, même si elles sont toutes sélectionnées sur le bas risque, vous allez vite vous rendre compte qu'elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc on voulait quand même tenir compte de ça dans nos analyses. Voilà notre flowchart. Donc, on est parti de 1725 femmes en maison de naissance pour les 2 années. Donc, toujours prise en charge en maison de naissance, quel que soit le lieu final, toujours avec cette idée de l'intention de traiter. Et pour le NP, on est parti de 13 240 femmes. On a bien sûr exclu des 2 côtés les femmes qui ne répondaient pas à la définition du bas risque obstétrical. Et on se retrouve en maison de naissance, dans le groupe maison de naissance avec 1294 femmes, avec toujours cette fois-ci 80% des femmes qui accouchent en maison de naissance effectivement et 20% en maternité.
De l'autre côté, dans l'enquête périnatale, ça en enlève beaucoup plus, c'est normal. Et donc, on a une cohorte de l'autre côté, enfin un groupe, pardon, qui se compose de 5 985 femmes qui étaient accompagnées en maternité pendant le travail. Donc, ces femmes sont-elles différentes? Ben oui, elles ont des caractéristiques différentes, effectivement. Donc, elles sont toutes à bas risque, hein, mais néanmoins, dans ce bas risque, on voit que les femmes qui sont prises en charge en maison de naissance présentent des profils encore plus favorables. Elles sont un peu plus jeunes, elles ont... sur l'âge, c'est justement la différence. Elles sont un petit peu plus âgées. En revanche, elles ont un IMC plus favorable. Elles sont plus grandes. Elles sont plus souvent françaises. Elles ont encore un niveau d'études supérieur au bac plus fréquent. Et elles sont moins souvent en situation seule. Concernant la parité, on note un peu plus de primipares en maison de naissance qu'en maternité. Des termes d'accouchement qui sont un peu plus tardifs que dans la population globale, avec, vous voyez, 22% des femmes qui dépassent les 41 semaines versus 16% en maternité. Il n'y a pas de différence sur l'estimation du poids fœtal et sur la macrosomie. En revanche, là encore une fois, il y a une différence sur l'administration préventive d'oxytocine avec 28% donc dans toute la cohorte en maison de naissance versus 90% en maternité. C'est des chiffres que vous connaissez. Concernant les résultats donc, de l'analyse univariée, alors je vais d'abord vous présenter le critère de jugement numéro 1. Donc, c'est vraiment de la morbidité périnatale sévère qui inclut, c'est un critère composite qui inclut les aspects maternels et néonatal. Et donc, on note que 4,6% des femmes qui sont prises en charge en maison de naissance vont développer une morbidité périnatale sévère, versus 3,4% en maternité. Donc, ça donne un petit P qui est significatif et un odds ratio brut qui est à 1,36, donc qui semble noter une augmentation de risque, mais avec un intervalle de confiance qui est à la limite de la significativité. Donc, quand on essaye de décliner un peu ce critère de jugement, on essaye de comprendre qu'est-ce qui compose ce critère de jugement, qu'est-ce qui fait que ça bouge un peu entre les maternités et les maisons de naissance. Eh bien, on se rend compte que le taux d'hémorragie sévère est significativement différent, avec plus d'hémorragie sévère en maison de naissance qu'en maternité, 2,3 versus 1,1%. Un taux de LOSA qui est légèrement supérieur, et puis des gestes de réanimation pour le bébé qui sont un peu plus supérieurs. Néanmoins, pas de différence sur l'admission en réanimation, donc en service de réanimation néonatale. Concernant les autres issues défavorables, 11,4% des femmes qui sont accompagnées en maison de naissance présentent ce critère de jugement versus 20,8% en maison de naissance, en maternité, pardon, avec donc une différence qui est significative et un autre ratio brut qui nous indique qu'il y a les femmes qui sont prises en charge en maison de naissance présentent moins de risques de césarienne d'extraction instrumentale ou d'enfants qui sont admis en service de néonatologie ou d'UME quand elles sont prises en charge en maison de naissance versus en maternité. Et quand on décline les critères, c'est exactement ce qu'on voit. Pour chacun des critères, tous vont dans le même sens. Alors, concernant les analyses un peu plus complexes qu'on a réalisées pour essayer de mieux tenir compte de tous les facteurs, à la fois de confusion, les biais d'indication et les différences de pratiques entre les centres. Je vous montre visuellement ce que ça donne. Donc, toujours pour ce critère numéro 1, morbidité périnatale sévère. Donc, voici l'analyse univariée. Donc, c'est le même résultat que je viens de vous présenter, c'est juste que là, c'est graphique et un peu plus visuel. Si ça dépasse la barre des 1, eh bien, ça veut dire que ce n'est pas significatif. Donc, quand on fait un modèle multivarié, multiniveau, qu'on tient compte donc de certains facteurs, on voit que l'odds ratio ne bouge pas. Donc, il semble toujours montrer un léger surrisque, mais en revanche, l'intervalle de confiance de l'odds ratio montre que ce risque n'est pas significatif. Et quand on apparie sur le score de propension, on tient encore plus compte du fait que les femmes ne sont pas tout à fait les mêmes. On est vraiment on croise totalement la barre des 1. Et donc, on a toujours un odds ratio qui semble nous montrer une augmentation de risque, mais qui n'est pas significative. Concernant les autres issues défavorables, le critère de jugement numéro 2, et j'ai bientôt fini ma présentation pour les modératrices. Donc, en univarié, on voit bien, c'est ce que je vous montrais, hein, une baisse du risque d'autres issues défavorables, qui est là pour le coup est clairement significative, puisque tout est ici en faveur des maisons de naissance, hein, c'est comme ça qu'on peut le lire. Et quelle que soit la méthodologie statistique qu'on utilise, on montre vraiment que les femmes prises en charge en maison de naissance ont moins de risques d'avoir ces autres issues défavorables, donc césarienne, voie basse instrumentale et admission du bébé en néonatologie ou en UME quand elles sont prises en charge en maison de naissance versus en maternité.
Donc la discussion de ce deuxième volet, alors bien, cette étude présente quelques forces, on a des données nationales des deux côtés, exhaustives, qu'on a tous été retravaillées, que ce soit sur l'ENP ou au DIPOG, et représentatives de ce qui se passe à ce moment-là dans notre pays. On a réussi avec tous ces critères à sélectionner de façon extrêmement précise des femmes à bas risque obstétrical. En revanche, on a des critères de jugement composite. Pourquoi? Parce que on manque quand même un petit peu de puissance. Maison de naissance, on aimerait en avoir plus, mais bon, de toute façon, c'était contraint par un cadre expérimental. Mais du coup, c'est vrai qu'on a l'impression que sur certains critères, si on venait ajouter 2-3 cas d'un côté ou de l'autre, ça pourrait faire un peu basculer les conclusions. Voilà, donc on manque un tout petit peu de puissance pour le critère de morbidité périnatale sévère. Et puis, on n'est pas à l'abri du fait qu'il reste un biais d'indication résiduelle. En conclusion, donc on note entre 3 et 4% de morbidité périnatale sévère. Alors ça, c'est quand même assez intéressant parce que c'est un chiffre qu'on n'avait pas du tout en France. On n'était pas capable de dire aux femmes, voilà, vous êtes à bas risque et vous avez néanmoins, quel que soit le lieu où vous accouchez, entre 3 et 4% de risque de développer une morbidité périnatale sévère, que ce soit pour vous ou pour votre bébé. C'est un premier chiffre qu'on trouvait quand même vraiment très intéressant. Et nous, dans ce critère de jugement numéro 1, on n'a pas montré de différence significative, même si vous avez compris qu'on manque peut-être un peu de puissance pour définitivement conclure. Les résultats sont rassurants sur les issues défavorables, c'est-à-dire on voit bien que les femmes qui sont prises en charge en maison de naissance, on présente vraiment significativement moins de risques d'avoir une césarienne ou une extraction instrumentale. C'est tout à fait en accord avec la littérature et c'est peut-être en lien avec une organisation quand même très spécifique des soins. Et puis, les résultats sont encourageants sur la morbidité périnatale sévère, notamment sur les issues néonatales. Les bébés ne sont pas plus transférés, alors que vraiment les pédiatres avaient très très peur de ça. Ce qui nous inquiète un peu plus en revanche, et là on a beaucoup de travaux sur cet aspect-là en ce moment dans notre unité de recherche, parce qu'on essaye de comprendre et d'aller plus loin, c'est quand même ce fameux surrisque d'hémorragie sévère, sur lequel on pense qu'on a quand même des solutions à apporter, puisque l'administration préventive d'oxytocine est quand même très peu réalisée dans ces endroits. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, Anne. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anne. Très intéressant, effectivement, ces données qui ont été bien travaillées. Et puis, je trouve que c'était très intéressant d'avoir les deux, l'expérimentation et puis ensuite l'étude avec toute l'analyse. Alors, j'ai eu plusieurs questions, commentaires, puis je vais les dire les unes après les... Enfin, je vais donner l'ensemble. Je serais très intéressé d'avoir effectivement la caractéristique des patientes des 3% d'accouchement inopinés, les 41 patients. Oui, on les a regardés. Oui, parce que ça, c'est vrai que, tu me diras, mais je trouve que c'est assez intéressant de voir, ça me semble élevé, pourquoi. Bon, c'est peut-être le contexte. Deuxième point, c'est vrai que ça serait important, ce qu'on ne peut pas faire, on peut effectivement apparier selon les types de maternité, les patientes, mais pas selon les professionnels. Et effectivement, on peut penser que les sages-femmes qui font de l'accouchement en maison de naissance sont différentes des sages-femmes qui accouchent en maternité. Pourquoi elles sont là, pourquoi elles font ça, dans un contexte où c'est pas admis, etc. Donc ça doit jouer beaucoup sur... Et ça, c'est un problème, parce qu'on ne peut pas avoir de réponse véritablement ou faire un questionnaire là-dessus, mais je serais assez intéressé de voir comment on peut travailler cette question. Avoir le détail du décès, effectivement, dans l'expérimentation, parce que je crois que ça, c'est assez important. Alors, je voudrais savoir comment aussi Je vais prendre de quoi... Non, mais comme j'ai eu plusieurs idées, comment effectivement les patientes, comment s'est fait effectivement le recueil des données, parce que j'ai du mal à avoir 45% effectivement de périnée intact. Bon, c'est pas très grave entre périnée intact et anomalie superficielle, mais comment a été fait le recueil de données, voilà. Mais surtout, les points qui me semblent assez intéressants à discuter, à mon sens, c'est les caractéristiques des professionnels, mais qui est difficile à avoir, je pense, et les 3% d'accouchement inopiné. Oui. Alors, l'accouchement inopiné, merci. Alors, il y a déjà plein de réponses qui sont dans notre rapport, donc voilà. Mais donc, je peux t'inviter à les lire en détail, notamment le cas du décès. Alors, on était quand même assez embêtés parce qu'il y a un décès, donc on lève totalement l'anonymat, mais bon. Mais le couple avait accepté qu'on donne quelques éléments pour justement permettre à la communauté obstétricale de mieux comprendre ce qui s'était passé. Il y a eu plein d'RMM, tu l'imagines très bien, et tous ont abouti, toutes les RMM et les évaluations du dossier ont abouti au fait que ça aurait pu tout à fait arriver en maternité. Voilà, il n'y avait rien de prédictif particulièrement.
Concernant le taux d'accouchement inopiné, tu as raison, hein, le taux est beaucoup plus élevé que ce qu'on retrouve dans l'enquête nationale périnatale. On les a regardés en détail. Est-ce que c'était des faux accouchements à la maison déguisés ou... En fait, en réalité, il y en a 41 sur les 2 années. Et dans la moitié des cas, ils ont eu lieu sur le trajet, voire sur le parking de la maison de naissance, donc vraiment l'accouchement inopiné. Et dans la moitié des cas, ils ont eu lieu à la maison. Il y en a certains, la sage-femme a réussi à arriver au dernier moment. Certains, la sage-femme n'a pas pu arriver. Il y en a, c'est les pompiers qui l'ont fait à la maison. Donc, c'est des vrais accouchements inopinés. Ça peut s'expliquer pourquoi on en a plus. Ça peut s'expliquer parce que les femmes étant très motivées pour accoucher en maison de naissance, parfois elles habitent beaucoup plus loin de la maison de naissance qu'elles n'habiteraient loin d'une maternité. Donc il y a des femmes qui s'inscrivent en maison de naissance et qui habitent néanmoins 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et quart de la maison de naissance parce que c'est leur projet. Et donc ça, c'est des choses qu'on voit moins en maternité. Alors on le voit un peu dans certains territoires, mais... J'ai pas eu cette sensation quand on a regardé les dossiers en détail. En tout cas, sur les 41, c'est extrêmement... Enfin, si c'est le cas, parce qu'on ne peut pas toujours tout savoir, mais on a eu accès quand même à tout ça. On a réinterrogé les sages-femmes. Il y a eu un gros travail de data management pour essayer de comprendre ce qui se passe derrière chaque donnée. C'est pas du tout la sensation qu'on a. Voilà. Les sages-femmes sont différentes. Ben oui, je pense que bien sûr, elles font le choix de travailler dans ce type de structure. Elles sont pas tout à fait, ressemblent pas au profil classique de ce qu'on peut rencontrer en maternité. Comment on peut en tenir compte? Alors, on peut mieux le décrire dans les études qualitatives. Et ça, on a 3 étudiantes en ce moment qui vont s'entretenir avec les sages-femmes pour essayer de comprendre leur façon de fonctionner, leur positionnement, notamment vis-à-vis de l'APO. C'est très intéressant. Donc, on est en train de... Il y en a une qui soutient la semaine prochaine. Donc, tu vois, je ne pouvais pas te présenter ses résultats, mais il faut qu'on en parle, ça c'est sûr. Et après, dans les analyses statistiques à large échelle sur des données nationales, une des façons d'essayer de prendre ça en compte, c'est le modèle multiniveau. Et puis, c'est le score de propension où, à travers des femmes différentes, on a peut-être des choses différentes aussi. Bon, c'est surtout le modèle multiniveau qui va tenir compte de ça. Mais je ne peux pas aller beaucoup plus loin en quantitatif. Mais en quali, on essaye d'apporter là des éléments. Le décès, les détails, j'en ai parlé. Le recueil de données, il a été fait comme à l'hôpital, c'est-à-dire que c'est la sage-femme qui remplit son dossier. Et puis, ça nourrit la base Audipog, mais comme ce qui se fait dans les maternités à l'hôpital. La chose qu'on nous reproche ou qu'on pourrait nous reprocher, c'est on aimerait avoir un arc qui vient revérifier certaines données. Mais ça, on aimerait, moi aussi. Ça fait quand même 6 appels à projets auxquels on soumet parce qu'on aimerait faire monter une enquête prospective où justement on essaye d'un peu mieux maîtriser la collecte de données, mais pour l'instant, on nous répond non. Donc, on ne va pas baisser les bras encore, mais on n'a plus beaucoup de choix quand même, plus beaucoup d'options. Et puis après, en maternité, c'est pareil. La sage-femme, elle va coder épisio, pas épisio, périnée intact ou pas périnée intact. On n'est pas toujours derrière chaque sage-femme pour savoir si vraiment ce qu'elle a codé, est-ce que c'était vraiment un grade 2 et pas un grade 3 et donc une LOSA. Enfin, ça, tu vois, c'est assez classique, quoi. Voilà ma façon de répondre à tes questions. Oui. Anne, merci beaucoup. Pour moi, c'est pas très clair la prise en charge sur les naissances instrumentales. Oui. On a 6%, c'est-à-dire à peu près la moitié moins de ce que l'on voit. Tout à fait, moitié moins, exactement. Mais elles ont toutes été du coup transférées sur la maternité parce qu'on parle là de transfert un petit peu acrobatique, quoi. C'est-à-dire chez une patiente qui est en train de faire des efforts expulsifs. Pas forcément, ça peut être aussi des femmes qui sont transférées pendant le travail pour dystocie, demande de césarienne ou peu importe. Là, c'est vraiment... Je vous présente vraiment des résultats en intention de traiter. On s'est mis dans les mêmes conditions qu'à l'international. Enfin, c'est comme ça que c'est le plus rigoureux d'analyser ces résultats. Et donc, c'est pas forcément des femmes qui sont transférées au moment des efforts expulsifs et ça n'avance pas et donc on la transfère. Il y en a peut-être quelques-uns, mais pas. C'est vraiment à la marge. La plupart, c'est des femmes qui sont allées en maternité pour X ou Y raison et qui, pour certaines, ont fini. Elles avaient peut-être bien finalement une analgésie péridurale parce qu'on avait eu le temps de leur la mettre, etc. Pas toutes, mais oui, la plupart, oui. Merci beaucoup pour ces résultats qui sont vraiment extrêmement intéressants et ce travail de recherche est majeur dans ce contexte. Moi, ma question, c'était vraiment un détail, mais je comprends que tout soit présenté en intention de traiter. Effectivement, c'est le plus important. Mais on a quand même envie de savoir, du coup, pour les hémorragies du postpartum sévère et pour les LOSA, si ces patientes avaient été transférées avant et qu'elles ont accouché en maternité ou si, pour la majorité, c'est intervenu quand elles étaient à domicile.
Alors, les hémorragies du postpartum, il n'y en avait pas à domicile. On les a regardées en détail parce que ça nous a beaucoup intéressés. Et puis, comme il n'y en avait pas non plus 1500, on avait du coup vraiment du temps pour aller dedans, dans le détail des dossiers. Les hémorragies obstétricales, un des résultats quand même intéressant, c'est que dans la très grande majorité des cas, ces femmes n'avaient pas reçu d'administration préventive d'oxytocine. Ça, c'est un premier résultat qui, je pense, t'intéresse beaucoup. On a regardé si elles avaient présenté des facteurs de risque particuliers. Alors, ce n'étaient pas des gros facteurs de risque, mais effectivement, dans beaucoup de cas, elles ont 35 ans, ou alors elles sont en surpoids, ou alors la durée de travail, elle est un petit peu longue. Et en réalité, nous, en maternité, on se pose plus la question, comme ce qu'on en fait à tout le monde. Donc, et c'est vrai qu'à la lecture des dossiers, on se dit peut-être que l'administration préventive d'oxytocine aurait pu nous éviter un certain nombre de ces situations. Et on a fait cette analyse, mais je ne pouvais pas tout présenter là. Mais on a fait une analyse de médiation où justement on essaye de voir si toutes les femmes en maison de naissance avaient reçu de l'APO, de combien on aurait diminué l'hémorragie sévère, et on en diminuerait de 35% l'hémorragie sévère. Donc un tiers des cas, et je pense que c'est un des messages à faire passer à la communauté des sages-femmes qui travaillent en maison de naissance. Mais il y a du travail. Voilà. Bonjour. Une dernière question. Quand vous dites qu'il y a plus d'hémorragie de la délivrance, est-ce que c'est parce que finalement les sages-femmes, certaines sont un peu réticentes ou n'ont pas envie de faire l'ocytocine, ou les patientes, parce qu'il y a des patientes particulières qui ne veulent pas? Ouais, je vous remercie de votre question. Du coup, on a voulu explorer ça et on l'a exploré à la fois en qualitatif et en quantitatif. Donc, c'est des travaux je vous dis, il y en a une qui a soutenu il y a 2 semaines et l'autre soutient la semaine prochaine. Donc, c'est tout nouveau. Et en réalité, donc, les sages-femmes disent beaucoup qu'elles répondent à la demande des femmes. Et quand on va dans les détails, à la fois quand on les interroge et au fur et à mesure de l'entretien, il y a une confiance qui s'instaure, on comprend qu'en réalité, les femmes ne viennent pas forcément toujours avec cette demande très ferme, mais que cette demande, elle s'instaure au fur et à mesure des consultations et notamment des séances de PrEP à la naissance. Ça questionne du coup un peu sur l'information qui est transmise lors de ces séances de PrEP et ça, il faut qu'on aille plus loin. Mais c'est un résultat, il faut qu'elle travaille dessus si on veut aller plus loin et diminuer ce risque qui est quand même un risque important. Et juste pour les transferts, par exemple pour extraction, est-ce que la maison de naissance, elle est contiguë à une maternité? Oui, toujours. En France, c'est obligatoire et la loi l'a réaffirmé. La loi du 14 décembre 2020 a réaffirmé la contiguïté absolument parfaite. Voilà. On va passer peut-être à la présentation d'après. Merci beaucoup, Anne. On se demandait est-ce que Pauline, tu accepterais de passer comme Marion a dû enregistrer son PowerPoint? Oui, super, merci. Donc, on va accueillir maintenant Pauline Marchand, qui est sage-femme en Haute-Savoie, qui propose l'accompagnement global et l'accouchement en plateau technique et qui va donc nous présenter cet accompagnement en plateau technique. C'est un petit peu difficile de passer après Anne, parce que moi, j'ai pas de chiffres comme ça. Je suis une simple sage-femme libérale qui travaille en plateau technique. Donc voilà, je voulais vous présenter l'activité en plateau technique et notamment l'exemple d'Annecy où je travaille. Donc la définition du plateau technique, c'est assez simple, c'est une définition qui est administrative en fait, c'est l'accès des professionnels libéraux aux infrastructures d'un établissement de santé moyennant une redevance. Donc plus spécifiquement pour les sages-femmes, c'est la prise en charge des patientes à bas risque par leur sage-femme libérale au sein d'une maternité. Donc au niveau de l'état des lieux, il n'y a pas de recensement officiel de l'accès des sages-femmes au plateau technique. Il y a une association nouvellement créée des sages-femmes plateau technique qui recense 58 sages-femmes et 41 structures. C'est seulement les personnes adhérentes à l'association, donc il y a vraiment sûrement il y a sûrement plus de sages-femmes que ça. Donc le fonctionnement général, donc une ouverture d'un plateau technique, ça peut se faire à l'initiative de l'établissement ou à la demande du professionnel de santé libéral. Donc c'est la CME de l'établissement, la direction et l'ARS qui doivent le valider. Il y a un contrat qui est établi pour une durée de 5 ans, qui est renouvelable et qui stipule les conditions d'utilisation au plateau technique, la rémunération des actes et la redevance qui est payée à l'établissement. C'est à peu près en général, pour tous, 30% pour les actes comme ça et 10% pour les consultations. Pour les sages-femmes, on a un contrat type dans le Conseil de l'ordre.
Les honoraires sont perçus par l'établissement qui les reverse ensuite à la sage-femme libérale. Au niveau du Conseil de l'Ordre, c'est ce qu'on appelle un multisite. Les libéraux connaissent ce nom-là. Bien sûr, il y a une assurance qui est obligatoire pour la sage-femme qui assume seule la responsabilité. Et les patients concernés, ça c'est bien noté dans la loi, sont ceux du praticien libéral et ce ne sont pas les patients de l'hôpital. Donc, pour vous expliquer un petit peu à Annecy comment ça se passe, donc pour le conventionnement, donc le plateau technique à Annecy, il est ouvert depuis 2013 même, je pense. Voilà, donc c'est quelque chose qui est quand même assez rodé. Donc c'est plutôt simple pour les sages-femmes de s'installer en plateau technique, enfin de travailler avec l'hôpital. Donc pour ça, il y a besoin de rencontrer la sage-femme coordinatrice, de faire 3 gardes de 12 heures, la signature du contrat, la transmission bien sûr de l'assurance et puis la demande du multisite au Conseil de l'Ordre. Donc à la maternité, donc il n'y a pas de staff systématique, ça change ça selon les pratiques, mais il y a une réunion qui est biannuelle pour travailler justement sur les critères d'inclusion. On respecte bien sûr le bas grade de l'HAS et les recommandations de l'HAS de l'accouchement normal qui correspondent à peu près au protocole de la maternité d'Annecy. Le staff, c'est seulement si besoin d'un avis d'un gynéco ou d'un pédiatre. Voilà, il y a une ouverture de dossier qui est obligatoire avec une sage-femme au 9e mois et la consultanesse, bien sûr, qui est obligatoire. Dans notre cabinet, nous, en tant que sage-femme, donc on travaille à 4 sages-femmes avec des astreintes de 15 jours. On est d'astreinte pour les femmes de 37 semaines au déclenchement pour terme, donc 41 plus 5 ou plus 6. Il y a 2 sages-femmes référentes par femme, maximum 7 patientes par mois qui sont réparties sur tout le mois. On signe un contrat dès le début de la grossesse avec les couples et on a une particularité au cabinet puisqu'on a une supervision avec une psychologue qui est à peu près tous les 2 mois pour travailler justement sur les dossiers, sur notre posture aussi. Et on a des réunions entre collègues tous les 15 jours puisqu'on partage bien sûr les mêmes dossiers. Donc en pratique, comment ça se déroule l'accouchement en plateau technique? Souvent, le début de prise en charge se fait à domicile. Ça dépend un peu de la parité. Donc souvent à domicile pour les primipares et puis à la maternité pour les multipares. Donc chez nous, à Annecy, c'est forcément des accouchements sans péridurale, sinon c'est un transfert. Il y a certaines maternités, notamment celle de Givors, où les sages-femmes restent pour les péridurales, les sages-femmes libérales. Il y a une sortie chez nous après H2, donc en général c'est plutôt à la 3e heure, après l'examen complet du nouveau-né par la sage-femme, donc il n'y a pas de visite pédiatrique, c'est vraiment la sage-femme qui fait cet examen et le retour à domicile. Le suivi après quotidien à domicile est à peu près jusqu'à J4, donc on passe tous les jours. On a compté qu'en moyenne, c'était à peu près 12 heures de présence active avec les patientes sur le plateau technique. Et bien sûr, il y a une visite pédiatrique, donc généraliste ou pédiatre, entre le 4e et le 8e jour. Donc il y a très très peu d'études sur le plateau technique. Il y a bien sûr quelques mémoires de sages-femmes que j'ai retrouvées. Il faut savoir que l'association des sages-femmes libérales en plateau technique sont en train de collecter toutes les données. Ils nous ont demandé de transmettre tous nos dossiers et toutes nos données pour pouvoir avoir des chiffres. Ils sont en train de les traiter, donc je ne les ai pas aujourd'hui malheureusement. Mais je pense que ce sera aussi intéressant. Donc dans les mémoires, vous allez voir que c'est disparate en fait. Il y a plein de choses qui sortent. Donc il y a une étudiante sage-femme d'Angers en 2012, c'était une enquête téléphonique sur 49 couples. Donc elle montrait un taux d'hospitalisation significativement inférieur par rapport au bas risque, 3 fois moins de césariennes, pas d'extraction, 85% sans péri. Voilà, c'était intéressant surtout sur le ressenti du suivi des patientes qui étaient très satisfaites de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couches et qui étaient souvent prêtes à renouveler l'expérience. Donc voilà, je trouvais intéressant. Vous avez une étudiante sage-femme de Clermont aussi qui a pris 162 patientes à bas risque qui, elle, ne trouvait pas de différence significative sur le mode d'accouchement, mais par contre qui avait un taux inférieur d'analgésie péridurale. Et on retrouve la délivrance dirigée aussi, donc la discussion de tout à l'heure. Voilà, donc pas de signification. Elle n'avait pas de différence sur le taux d'hémorragie, l'état néonatal. Voilà, il y avait le taux de voix basse qui était plus élevé sur les primipares. Voilà, et le taux d'épisiotomie qui était aussi plus bas. Une patiente encore de Clermont-Ferrand, 2017, il y avait 291 parturiantes, donc la voie d'accouchement n'était pas significative et le taux inférieur était pareil, d'analgésie péridurale, on retrouve délivrance dirigée, amniotomie,
admission d'ocytocine, épisiotomie. Voilà, il n'y avait pas de différence significative sur l'issue néonatale. Là, ça rejoignait aussi ce que tu disais sur les maisons de naissance, que les parturientes qui s'orientaient vers le plateau technique étaient en moyenne plus âgées, qui appartenaient à une classe socio-professionnelle plus élevée. Voilà. Et puis la dernière étude en 2018, c'était à Caen, donc c'était 42 patientes du plateau technique et 84 patientes classiques. Voilà, recours aux ocytocines de synthèse réduit chez les patientes de plateau technique. Bien-être fœtal et néonatal soit légèrement meilleur. Voilà, c'est pas des études qui sont très très précises. Pas de différence significative sur le mode d'accouchement ou les taux d'épisiotomie. Donc, vous voyez que sur les 4 études présentées, les chiffres presque diffèrent complètement. Donc, on a hâte d'avoir vraiment nos données pour pouvoir les traiter après. Donc, c'était assez court. Au niveau du coup de la conclusion, un des avantages vraiment du plateau technique, c'est qu'un seul praticien qui assure la surveillance, donc ça c'est la définition de l'Association des sages-femmes libérales, un seul praticien assure la surveillance médicale de la grossesse lors des consultations prénatales, propose des séances de préparation à l'accouchement, surveille et est responsable de l'accouchement, de la naissance, effectue les soins postnataux de la mère et de l'enfant. Donc ça, c'est vraiment le suivi global. C'est vraiment cet avantage-là et que les couples en général apprécient et la connaissance vraiment précise des couples. Voilà. Les mémoires, ce que je trouvais intéressant, c'est que même si les conclusions étaient totalement différentes, ils montrent que les critères sont quasiment égaux par rapport en maternité, voire améliorés. Donc c'était pas moins bien, c'est ça que je trouvais intéressant. C'est vrai que l'avantage du plateau technique, c'est quand même la sécurité, puisqu'on se trouve dans les locaux de l'hôpital, vraiment à l'intérieur. Pour notre part, on n'a qu'à appuyer sur la sonnette pour que l'équipe arrive. Donc ça, j'avoue que c'est quand même très sécurisant pour nous. Pour certains couples aussi qui choisissent le plateau technique spécifiquement pour ça, qui n'iraient pas en maison de naissance ou qui ne feraient pas de domicile. C'est hyper intéressant aussi pour le travail en réseau, le fait des sages-femmes libérales qui viennent travailler à l'hôpital. On a vraiment un travail avec les sages-femmes de la maternité, avec les gynéco-obstétriciens, les pédiatres, qui est très très intéressant, parce que les réunions dont je vous parlais se passent aussi avec les gynécos et les pédiatres, donc ça c'est vraiment chouette. Et c'est intéressant pour les femmes aussi d'avoir un lieu unique, c'est-à-dire que s'il y a transfert, c'est au même endroit, donc c'est facile pour elles aussi. Dans les problématiques, ça c'est les problématiques des sages-femmes en général, je dirais. C'est le coût des assurances, qui sont à peu près l'équivalent de 7 accouchements. Le coût lié à l'astreinte qui est à la charge des couples, puisque l'État ne reconnaît pas ce travail d'astreinte-là. Donc c'est les couples qui payent l'astreinte, et ça c'est vraiment variable d'un plateau technique à l'autre, mais c'est un coût qui est quand même compris en général entre 600 et 1000 euros quand même pour les couples, donc c'est pas rien. Voilà. Alors après, ce qui est intéressant aussi, c'est que les plateaux techniques ne sont pas uniformisés. Donc il y a vraiment des pratiques qui sont variables selon les centres et les conventions. Il y a des maternités qui demandent des présentations systématiques de tous les dossiers. On a la chance de ne pas avoir ça parce que voilà, on a une confiance là où on travaille, mais voilà, il y a des maternités qui demandent ça. Il y a des maternités qui acceptent la prise en charge de la péridurale. Il y a des maternités qui demandent à ce que les patientes et les bébés restent hospitalisés. Les respects des protocoles de service, ça dépend aussi des maternités. Bon, bien sûr, ce qu'on disait, c'est que ça manquait beaucoup de littérature et que c'était à développer parce que les couples sont vraiment en demande. Nous, sur notre maternité, en tout cas Annecy, on a remarqué que le confinement avait vraiment fait exploser le nombre de demandes qu'on avait. Donc je pense qu'il y a un biais parce que on a beaucoup de femmes qui viennent nous trouver qui sont en refus du vaccin. Donc ça, c'était un peu compliqué. Donc ce n'était pas des bonnes raisons de demander le plateau technique, mais on a eu quand même énormément de demandes à l'issue du premier confinement. On pense aussi au problème des couples qui avaient été séparés pendant le service, dans le service à l'issue du confinement. Pendant le confinement, ça avait été très très compliqué. Et donc c'est les pères vraiment qui venaient nous trouver aussi pour autre chose et pour être sûrs d'être là avec leurs femmes. Donc ça, c'était quand même aussi intéressant. Voilà. Mais finalement, il y a quand même peu de sages-femmes. Alors chez nous, c'est quand même très très simple de s'installer en plateau technique puisque la maternité est très ouverte. Voilà, il y a très peu de démarches à faire. Mais pour autant, il y a quand même très peu de sages-femmes. On est le seul cabinet à exercer comme ça sur Annecy. Il y a un autre sage-femme qui vient de s'installer. Mais c'est sûrement que c'est un peu compliqué pour les sages-femmes parce que ça demande beaucoup d'investissement, notamment personnel. Quand même une part de risque qui est assez importante parce que c'est notre propre assurance. Et on regarde la rémunération qui est quand même pas très élevée. Voilà. Merci beaucoup, Pauline. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui.
Bonjour. Vous parlez de sortie à H2. C'est la sortie du plateau technique. Les femmes restent en maternité ou non, elles rentrent chez elles? Le couple rentre chez eux juste après l'accouchement. Je dis H2, mais on est vraiment plus sur 3 heures le temps de partir, mais ils partent vraiment à 3 heures. Ouais. D'accord. Et après, même la nuit, et même dans la neige chez nous. D'accord. Et après, vous passez à quel rythme? C'est comme le Prado, c'est... Alors, on passe dans les moins de 12 heures suivant le retour à la maison. Et puis après, on passe tous les jours, un peu comme le Prado, mais c'est vraiment tous les jours. D'accord. Merci. Avec une astreinte téléphonique encore. Voilà. Mais dans notre pratique, en tout cas, il n'y a jamais eu une nécessité de transfert d'urgence et de retour d'urgence à la maternité. Ce n'est pas du tout des chiffres et ce n'est pas une étude, mais ça c'est jamais arrivé dans notre pratique au cabinet. Pareil, merci beaucoup. C'était juste quelques petites précisions. Donc on parle d'un accompagnement fait par un seul professionnel, mais j'imagine que la plupart du temps, il y a quand même eu des échographies qui étaient peut-être faites par d'autres professionnels. Après, on a finalement un binôme de sages-femmes pour la prise en charge. Comment ça se passe à 37 semaines? On rencontre le binôme pour savoir quelle est en fait la sage-femme de remplacement, quoi. Il y a, je pense, très peu de sages-femmes qui travaillent en plateau technique seules parce que c'est une contrainte énorme. Donc effectivement, on travaille toutes soit en binôme, trinôme. Nous, on a la chance d'être 4 en plus. Donc nous, les consultations se font de façon alternée pendant la grossesse en fait. Donc la patiente a toujours rencontré les 2 sages-femmes et au cours des séances de préparation à l'accouchement, elle peut être amenée à rencontrer les 2 autres sages-femmes du cabinet. Mais comme on travaille... On peut être à 4 intervenants alors. À peu près, ouais. Mais comme on travaille avec la psychologue vraiment sur notre uniformité, enfin, pas de caractère bien sûr, hein, mais dans nos pratiques, c'est vrai qu'elles sentent quand même peu la différence, elles sont quand même contentes, elles connaissent quand même ces 4 sages-femmes-là. D'accord, merci. Enfin, c'est déjà bien, mais c'est à creuser quand même. Oui, bien sûr. 4, c'est pas un. Non, 4, c'est pas un, ouais. Ensuite, j'ai pas bien compris l'histoire de la péridurale. Vous dites s'il y a une péridurale, il y a un transfert. Alors, dans la maternité d'Annecy, on n'est plus... Non, alors, pas plus là physiquement, oui et non. En tout cas, le transfert de compétences se fait, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout responsable de la patiente quand la péridurale a lieu. Donc nous, on passe le relais à la maternité. Dans nos contrats, on doit partir quand on passe le relais. Dans la vraie vie, on a calculé que pendant un transfert, on reste quand même en moyenne 3 heures après le transfert pour que le relais se passe en douceur. Mais oui, quand il y a une péridurale, il y a un transfert. Et ce transfert veut dire que la dame change de salle ? Alors, en l'occurrence, oui. Alors, à Annecy, on a une salle d'accouchement physiologique qu'on utilise dans la plupart des cas, qui n'est pas toujours disponible. Donc, c'est possible qu'on soit déjà dans une salle classique. Donc, dans ce cas-là, elle ne change pas de salle. Mais si elle est dans la salle d'accouchement physiologique, oui, elle change de salle. D'accord. C'est des choses importantes. Enfin, nous, on n'a pas bien de sûr. Mais il y a un vrai questionnement. Une dame, finalement, a besoin d'une aide avec une analgésie péridurale parce qu'elle est en difficulté. La privée de la sage-femme avec qui elle a tissé des liens particuliers, ça pose une vraie question. Et puis après, la dernière question que j'avais, je suis désolé, je suis peut-être... Le temps que tu retrouves ta question, je vais poser une question. Sur le taux de délivrance dirigée est faible. Alors c'est une mémoire de 2016 et effectivement les recours de la HAS sont postérieurs à 2016. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une évolution et que... parce que du coup, vous dites que c'est un des critères, finalement, c'est vraiment de suivre les recommandations de la HAS. Est-ce que vous pensez que du coup ce taux est plus élevé actuellement ? Alors, dans notre pratique, en tout cas, oui. J'avais pas mal, dans mes collègues, certaines qui pratiquaient pas, de façon systématique. Et du coup, les recos HAS, en tout cas, dans notre pratique, nous ont dit c'est systématique. Mais par contre, c'est à corps de la patiente. Donc, c'est ça qui est toujours un peu compliqué. Et je rejoins ce que tu disais, Anne, sur la préparation à la naissance. Nous, c'est l'inverse. On essaye de convaincre que c'est important. Il y a quand même beaucoup de femmes à qui il faut expliquer ça parce que c'est vraiment compliqué, c'est complexe à expliquer et à comprendre. Et c'est surtout très compliqué. C'est des femmes, vous avez vu, qui ont un niveau socio-professionnel très élevé, donc elles sont quand même très cortiquées et c'est difficile de leur expliquer la prévention, en fait. C'est ça, c'est est-ce qu'on pourra le faire après ? C'est ça. C'est ça. Juste idée m'est intervenue, vous nous avez dit tout à l'heure, il suffit qu'on appuie sur la sonnette pour que l'équipe arrive. Ça veut dire que vous restez présente physiquement dans la salle auprès du couple tout le temps et que vous n'êtes pas avec les sages-femmes qui sont de garde. Non, on est auprès du couple et ça c'est quelque chose qui est assez étrange parce que moi je suis une sage-femme hospitalière à la base et je trouvais ça très étrange de rester avec les couples. Donc ça rejoint un petit peu la question de tout à l'heure, est-ce que les sages-femmes sont différentes ? Moi je ne suis pas si sûre, c'est
le temps et la temporalité et la rencontre avec les couples qui fait cette différence. Moi, j'ai travaillé de nombreuses années à l'hôpital. Et en fait, là, il y a un lien différent. Et donc, on va rester surtout à peu près après 7-8 cm. Là, on peut vraiment plus du tout quitter la salle. C'est quasiment impossible, en fait. Donc oui, pour ma part, j'allume la présence. Et s'il y a une urgence, j'appuie sur la sonnette et les sages-femmes viennent en urgence. Elles sont au courant qu'on est dans les locaux, bien sûr, quand on est là. Oui, moi je travaille sur la maternité de Pertuis, là, dans le 84, et on fait le plateau technique également. En fait, on a à peu près 7 sages-femmes libérales qui ont signé la convention. En pratique, il n'y en a à peu près qu'une qui vient faire les accouchements. Mais bon, ça fonctionne bien, mais c'est vrai que c'est important que quand elle est là, elle communique quand même avec les sages-femmes de l'équipe, parce que si jamais nous, on part en césarienne ou quoi que ce soit, savoir quand même que l'équipe peut ne pas être disponible pendant un laps de temps de la césarienne. Dans votre présentation, au début, vous disiez, pour les primis, on les fait plutôt en plateau technique à l'hôpital et les multi à domicile. Non, le début de la prise en charge. D'accord. Oui. Parce que la phase de latence, parce que c'est vrai que les primis, on sait que c'est aussi ça qui fait qu'on reste un peu moins longtemps à la maternité, c'est qu'on n'y va pas très tôt, et donc on va passer un moment à la maison avant de partir. Les multis, on n'a souvent pas le temps et on se rejoint à l'hôpital, en fait, c'est ça la différence. D'accord. Parce que moi, dans l'esprit, ce que je dis, c'est que l'accouchement en plateau technique, c'est une alternative justement à l'accouchement à domicile. C'est pour que des couples se retrouvent avec une personne qu'ils connaissent, entre eux. Parfois, ils apportent une lampe, quelque chose pour personnaliser, pour éviter un accouchement à domicile, en fait. C'est un peu ça l'esprit. Et pour rebondir d'ailleurs sur l'accouchement à domicile tout à l'heure, je pense qu'on va retrouver aussi nos taux d'accouchement inopiné qui sont élevés. Je pense qu'il y a une explication aussi dans la maîtrise de la gestion de la douleur par ces femmes. Parce que vraiment, très sincèrement, dans tous les accouchements inopinés qu'on a fait à domicile, ils sont vraiment inopinés. On arrive vraiment, et pas parce qu'on a traîné ou parce que, mais ça arrivait encore la semaine dernière, surprise par une patiente, une primie. Vraiment, c'est allé vraiment trop vite, quoi. Et d'arriver, elle accouche chez elle, sur une primie, c'est vraiment extrêmement surprenant. Et, loin de là l'idée de catégoriser les gens, mais peut-être que vous êtes plus proche des sages-femmes qui ont l'expérience du milieu hospitalier que des sages-femmes qui ont choisi effectivement l'accouchement en maison de naissance. C'est peut-être ça aussi. Peut-être, oui. Combien vous avez de files actives de patientes? Vous en acceptez combien? On en a 7 par mois. J'ai compté l'année dernière, je crois qu'on avait pris 65 patientes toute l'année. On avait accompagné 65 patientes. Ça, c'est vraiment beaucoup. Dans les congrès internationaux, les sages-femmes qui font de l'accompagnement global, elles s'autorisent entre 3 et 4 femmes par mois. Mais nous, quand j'ai vu 4. 7, j'ai trouvé... Ouais, mais par personne, là, le 7. Non, c'est par toute tout le monde. Oui, D'accord. c'est pour ça. Oui, merci non. de cette précision, alors. Oui, non, c'est pour toute l'équipe parce que c'est très important pour nous, la qualité du soin. Donc, si on en a trop, on ne peut pas travailler. Enfin, c'est pas possible. Par sage-femme, ça en fait 2 par mois. Oui. Ok, d'accord. J'avais juste une question un peu administrative. Est-ce que vous tenez un partogramme pour les patientes que vous suivez? Oui. Et pour qu'en cas de transfert, justement, il y ait un suivi possible? Oui, on prend le partogramme de la maternité quand on arrive. On ne remplit pas leur dossier informatique, mais on a le partogramme. Et c'est vrai que ça fait longtemps qu'il est ouvert à Annecy, donc on a vraiment ce travail avec les équipes et un travail de confiance. Voilà, c'est assez facile de travailler dans ces conditions pour les deux, je pense. Merci beaucoup, c'est très intéressant. Moi, je connaissais très peu le plateau technique. Est-ce que vous avez dit que le nombre de demandes augmentait progressivement, avait explosé avec le confinement? Est-ce que ça vous arrive de refuser des couples éligibles alors que très souvent, très souvent. Et du coup, on travaille beaucoup sur nos critères d'acceptation et notamment on travaillait sur la confiance avec les couples. Il y a aussi certains couples qui viennent nous chercher, qui sont en refus total de l'hôpital, et ça, c'est pas toujours une bonne idée pour le plateau technique parce que c'est des gens qui refusent catégoriquement la péridurale. Donc ceux-là, on va plutôt les orienter vers l'hôpital en travaillant avec eux sur un projet de naissance que les prendre en plateau technique parce que c'est toujours un peu compliqué. Voilà, donc c'est important pour nous, le lien avec les équipes, on travaille beaucoup avec eux. J'ai reposé une question encore administrative. Pour les patientes hospitalisées, on a une contrainte de rédaction d'une lettre de liaison avec laquelle elles doivent sortir. Voilà, comment ça se passe pour une patiente qui accouche en plateau technique? Elle a un document Alors ça, je le sais. Donc,
À Annecy, on n'a pas de lettre de liaison quand les patientes sortent, donc je ne sais pas. Chez nous, c'est un critère de qualité imposé. Ça va peut-être être mis en place. Pour l'instant, on n'a rien. Un compte-rendu d'hospitalisation, en fait. Lettre de liaison, compte-rendu d'hospital. Que nous, on ferait du coup de compte-rendu d'hospital pour les... Ouais, effectivement. Alors, il y a le compte-rendu d'accouchement et le compte-rendu d'hospitalisation qui inclut les suites de couches. Mais c'est intéressant, et c'est vrai que cette question-là, en l'occurrence, on n'a jamais posé cette question. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, merci. C'était très intéressant de partager votre expérience. Et donc, du coup, j'appuie dessus. On va pouvoir lancer. Alors, hélas, Marion Montperrus, je vais n'a pas pu être avec nous parce qu'elle est présente sur un autre congrès, donc elle a enregistré son PowerPoint, donc hélas, elle ne pourra pas répondre aux questions. Donc Marion est sage-femme au CHU de Rennes. Elle travaille dans la filière physiologique qui s'appelle la bulle, et elle fait aussi de la recherche sur les filières physiologiques, et elle vient d'obtenir un financement pour une étude qui va s'appeler Physiocare, et qui va donc chercher à évaluer ce qui se passe en filière physiologique versus filière conventionnelle, et donc elle va nous parler un peu des données existantes et puis de ce qu'elle va faire dans son étude pour sa thèse en épidémiologie qui va débuter l'année prochaine. Donc je pense qu'il faut juste cliquer pour lancer le truc. Peut-être... c'est bon, okay. Bonjour à tous, je me présente, Montperrus Marion. On peut monter un peu le son. Au CHU de Rennes. Et je tiens à remercier Paris Santé Femmes pour l'invitation en tant qu'oratrice aujourd'hui pour présenter l'accompagnement en filière physiologique. Et je suis d'ailleurs moi-même sage-femme au sein d'une filière physiologique, la bulle. Attendez, on va juste mettre sur pause parce que là on n'entend rien du tout. Mais le son est là. FM. Ça montre où tout fait ça. Il y avait un icône son là. Ouais. Alors le son. Oui, là. Ça. L'icône. Sur un Max. En introduction, je vais... Alors, et comment on peut... Il sort d'où le son? Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est possible on n'entend rien en fait. Non, pas du tout. C'est parce que le topo est enregistré déjà. Et le son est trop faible. Alors, je peux juste monter. C'est celui-là? Marion Montperus. D'accord. La dernière fois, on a eu ça. Et en fait, on augmentait au niveau du son. C'est ce qu'on a fait au Max. Je suis sage-femme au... C'est la sortie son, effectivement. C'est mon micro. Je le mets en route là. Je suis de Rennes et je tiens à remercier Paris Santé Femmes pour l'invitation en tant qu'oratrice aujourd'hui pour présenter l'accompagnement en filière physiologique. Et je suis d'ailleurs moi-même on a eu ça, mais c'était juste à l'ordi. Sage-femme au sein d'une filière physiologique, la bulle. Ah oui. En introduction, je vais faire un rappel de l'historique. Non, c'est pas fait. Ouais, j'ai fait ça. Mais... Je l'ai fait? Ouais. Il n'y a pas des... Je lis à sa place, ouais. S'il y a d'autres questions en attendant sur les premières présentations, n'hésitez pas, on peut continuer la discussion. De la médicalisation de la naissance. Tout d'abord, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, Bonjour. On n'entend rien en fait. Ouais. Là, c'est en train de dérouler. Non, on a fait pause. Non. On va le mettre en route, comme ça il peut voir. la mortalité maternelle était 100 fois supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Ouais. Vers la fin du XIXe siècle, les progrès réalisés dans le domaine du soulagement de la douleur
des pratiques chirurgicales antiseptiques et aseptiques. Parfait. Alors, on repart du début. Merci. Bonjour à tous, je me présente, Montpérus Marion. Je suis sage-femme au CHU de Rennes. Et je tiens à remercier Paris Santé Femmes pour l'invitation en tant qu'oratrice aujourd'hui pour présenter l'accompagnement en filière physiologique. Et je suis d'ailleurs moi-même sage-femme au sein d'une filière physiologique, la Bulle. En introduction, je vais faire un rappel de l'historique de la médicalisation de la naissance. Tout d'abord, il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, la mortalité maternelle était 100 fois supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Vers la fin du XIXe siècle, les progrès réalisés dans le domaine du soulagement de la douleur, les pratiques chirurgicales antiseptiques et aseptiques, ainsi que le développement de l'échographie et de la surveillance du rythme cardiaque fœtal par monitoring, ont bouleversé la prise en charge de la grossesse et de la naissance. Donc il y a eu cette phase de médicalisation de l'accouchement qui a permis de diminuer drastiquement la morbimortalité maternelle et périnatale. Donc on sait maintenant que l'impact d'un défaut de soins pendant la grossesse est nettement reconnu, mais la littérature récente laisse à penser qu'un excès de soins peut également avoir un impact délétère sur la santé de la femme et de l'enfant, en plus de représenter une dépense de soins inutile. En France, le constat est fait que dans le but de garantir la sécurité de la mère et de l'enfant par les professionnels de santé, le niveau de médicalisation et de technicisation de l'accouchement reste élevé, y compris pour la majorité des femmes enceintes dont la grossesse et l'accouchement se déroulent sans complications. Ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que les dernières recommandations de bonnes pratiques au niveau national et international sur les modalités de prise en charge de l'accouchement normal vont d'ailleurs dans le sens de faciliter le travail physiologique et de minimiser les interventions non médicalement justifiées. Il existe aussi le concept de la salutogénèse, qui est une conception holistique de la santé qui a été développée dans les années 1990 et qui fait évoluer doucement la question de la pertinence des soins et qui va plutôt dans une démarche dans le sens d'identifier non pas les facteurs et mécanismes qui pourraient altérer la santé, mais plutôt les facteurs qui permettraient de la conserver. Donc s'intéresser aux indicateurs de salutogénèse en périnatalité semble cohérent avec le processus de démédicalisation de la naissance. Créer des lieux spécifiques pour accompagner et accueillir les femmes enceintes à bas risque obstétrical est une autre ouverture pour harmoniser les pratiques et veiller à préserver la physiologie. En France, en dehors des filières dites hospitalières conventionnelles, il est possible pour les femmes qui ne présentent pas d'antécédents particuliers avec une grossesse de déroulement normal d'accoucher en maison de naissance, sur un plateau technique ou au sein d'une filière physiologique. Il faut savoir que ces structures sont déjà nettement développées dans certains pays européens et dans les pays anglo-saxons et que la France accuse un net retard dans le développement de ce type de structures extra-hospitalières. De plus, la littérature montre une amélioration des indicateurs de santé périnatale avec une diminution des interventions médicales lorsque l'on compare les femmes qui sont suivies en maison de naissance ou en centre de naissance versus celles suivies en milieu hospitalier conventionnel. D'autres études aussi ont montré une proportion d'accouchements voie basse spontanée plus importante chez ces femmes suivies en extra-hospitalier. En France, il faut savoir aussi que la majorité des grossesses et des accouchements se déroulent sans complications et que selon le rapport de l'enquête périnatale de 2016, 2/3 des naissances s'effectuent par voie basse spontanée avec un accompagnement par une sage-femme dans la grande majorité des cas. Donc on peut s'attendre à ce que la grande majorité des grossesses se déroulent normalement, donc que ce type de structure pour accueillir un grand nombre de femmes enceintes. D'autant plus que les couples sont de plus en plus désireux de pouvoir accoucher dans le respect de la physiologie de la naissance, de pouvoir en fait avoir des approches moins médicalisées avec le souhait de s'impliquer, d'élaborer un projet de naissance et de pouvoir bénéficier de cette offre de soins. Le fait d'avoir en fait une sage-femme qui sera disponible au moment de la grossesse et de la naissance avec le principe du one-to-one pourrait permettre d'améliorer le vécu de l'accouchement pour les couples et d'avoir un impact positif sur la mise en place du lien mère-enfant et l'état psychique des parents d'un postpartum, avec même un impact à court et à long terme sur le développement de l'enfant. Après cette introduction, je vais maintenant vous parler en détail de ce qu'est une filière physiologique. Donc, il s'agit de structures dédiées à la prise en charge de la grossesse et de l'accouchement physiologique au sein de structures hospitalières
donc les filières physiologiques, coexistent au sein même d'une maternité à côté de filières conventionnelles, avec une équipe de sages-femmes dédiées, des locaux dédiés, et elles dépendent juridiquement d'un établissement de santé. Il n'y a pas de coût supplémentaire pour les couples, donc il n'y a pas de dépassement d'honoraires. Et contrairement aux maisons de naissance, il est possible de prendre en charge la femme enceinte ou l'enfant immédiatement en cas d'urgence vitale, et un hébergement est prévu pour les suites de naissance. Un suivi personnalisé non médicalisé est proposé avec un accompagnement par une sage-femme référente et un one-to-one proposé au cours du travail. Avant de vous exposer de manière approfondie le fonctionnement et l'accompagnement proposés en filière physiologique, voici comment se présentent les choses en France. Donc il existe 4 filières physiologiques, dont 2 qui sont situées à Rennes. Pour vous aider à vous représenter en images à quoi correspond une filière physiologique, je vous ai mis des photos des 4 filières physiologiques françaises. Donc tout d'abord la Bulle, qui est située au CHU de Rennes, qui est une maternité de niveau 3. Donc la chambre de naissance qu'on peut voir sur les 2 clichés de gauche est située au sein même du bloc obstétrical. Sur cette diapo, les photos de la 2e filière physiologique de Rennes, qui est la filière parenthèse, située à la clinique mutualiste de la Sagesse, qui est une maternité de niveau 2B. Donc, contrairement aux autres filières physiologiques, elles disposent de 2 chambres de naissance et elles sont attenantes au sein d'accouchement, mais ne sont pas situées au sein du bloc obstétrical. Ici se trouve la filière Anaé, qui est située à Aubonne, en banlieue parisienne, au sein de l'hôpital Simone Veil, qui est une maternité de niveau 2B, donc avec, pareil, toujours une chambre de naissance avec une grande baignoire. Et enfin, la 4e filière physiologique, qui est la filière alternative, située au sein d'une maternité de niveau 1 au centre hospitalier de Hyères. Comme vous avez pu le constater sur les photos précédentes et ici, les filières physiologiques vont se définir par des locaux qui vont être à part et dédiés, que ce soit pour la salle d'attente, les salles de consultation et de préparation à la naissance et à la parentalité, et une chambre de naissance qui va être située soit à proximité immédiate des salles d'accouchement classiques, soit au sein du bloc obstétrical. Concernant l'équipement, il peut être spécifique et non médicalisé, donc pas de table d'examen gynéco et pas de table d'accouchement classique, mais plutôt un grand lit double pouvant accueillir le couple. Une baignoire permettant l'immersion dans l'eau pour soulager la douleur et permettant éventuellement l'accouchement. Un tabouret d'accouchement ou combi-tract permettant la naissance ou la mobilisation pendant le travail et également la suspension. Des ballons de grossesse permettant la mobilisation de la patiente. Et la possibilité d'un monitoring avec télémétrie qui ne va pas immobiliser la patiente et qui peut même être immergée dans la baignoire. Toutes les sages-femmes de la maternité ne vont pas travailler en filière physiologique. Il s'agit en fait d'une équipe de sages-femmes hospitalières dédiée sur la base du volontariat et une équipe à effectif réduit. Donc selon l'organisation de chaque filière physiologique, elles vont être entre 4 et 12. Justement, concernant l'organisation, il va y avoir des consultations et de la préparation à la naissance tous les jours proposées par 1 à 2 sages-femmes selon les centres. Les urgences obstétricales et l'accouchement vont être pris en charge uniquement par les sages-femmes de la filière physiologique. Donc selon toujours l'organisation de chaque filière, ce sera soit une sage-femme de garde sur 24 heures sur 24, soit une sage-femme d'astreinte ou un mixte des deux. Un staff mensuel est prévu dans chaque filière physiologique pour pouvoir justement revenir sur les accouchements difficiles, débriefer des conduites à tenir éventuellement, pouvoir aussi statuer sur l'éligibilité d'une patiente ou non au suivi en filière physiologique. Et c'est un lieu de parole aussi pour partager, améliorer les pratiques et avoir un retour d'expérience pour harmoniser également nos prises en charge et nos discours. Ainsi, pour les équipes de sages-femmes qui travaillent en filière physiologique, il s'agit d'une activité qui est très diversifiée, car on va faire du suivi de grossesse, des entretiens prénataux, de l'accueil des urgences obstétricales, de la surveillance de terre matin, du suivi de travail en chambre de naissance ainsi que l'accompagnement de la naissance. Un accompagnement à domicile peut également être proposé dans certaines filières physiologiques et aussi dans certaines filières physiologiques, un suivi ensuite de naissance et un suivi du postpartum à long terme peut être proposé. Nous allons maintenant parler de l'accompagnement spécifique et personnalisé des couples proposé au sein des filières physiologiques. Donc tout d'abord, voici ce qui est proposé pendant la grossesse.
Donc, une fois par mois, les couples ont la possibilité d'assister à la réunion d'information sans inscription, ce qui permet d'établir un premier contact. Et pour les couples qui souhaitent un accouchement naturel, de pouvoir venir se renseigner et de s'inscrire éventuellement ensuite en filière physiologique. Concernant le suivi de grossesse, la première consultation doit avoir lieu dans l'idéal le plus tôt possible durant la grossesse. L'objectif est tout d'abord de valider le suivi selon les critères recommandés de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé et de valider ainsi les critères d'éligibilité à la filière physiologique. Et aussi, cette première consultation permet d'instaurer une relation de confiance avec un suivi personnalisé pour pouvoir identifier et individualiser les besoins des parents et d'optimiser ainsi l'accompagnement. Selon les filières, un suivi est ensuite possible après sa première consultation conjointement avec le libéral et les patientes reviennent ensuite à partir de 32 semaines à la filière physiologique ou selon la filière, tout le suivi doit être effectué au sein de la filière physiologique. À partir de 32 semaines, il existe des consultations plus rapprochées par rapport à la filière conventionnelle, c'est-à-dire que les couples sont vus toutes les 2 à 3 semaines maximum. En filière physiologique, il faut savoir aussi qu'on a des temps de consultation plus longs, au moins 30 minutes. Concernant la préparation à la naissance et à la parentalité, elle se fait environ, selon les filières, entre 3-4 couples environ, avec une préparation à la naissance qui va être diversifiée, mais surtout orientée vers l'accouchement naturel avec un travail corporel. Selon les filières physiologiques, il peut proposer une méthode hypnose ou autonomie et sophrologie. Possibilité aussi d'effectuer la préparation à la naissance en libéral selon les filières physiologiques. Possibilité aussi d'effectuer des séances individuelles à voir avec la sage-femme référente selon les besoins du couple. Et tout au long, au long de cette préparation à la naissance, nous allons aborder différentes choses comme le travail, le ressenti de la douleur, l'émotion, la parentalité. Et nous allons évoquer les différentes phases du travail pour pouvoir accompagner le bon déroulement de la naissance, comme la phase de désespérance par exemple. Un entretien prénatal est systématiquement proposé au couple. On le fait plutôt en général sur la fin de la grossesse et il va vraiment être centré sur le projet de naissance. Cet entretien est vraiment une espèce de dialogue entre 45 et 60 minutes, au cours duquel on va encourager l'expression des ressentis, des représentations et des peurs durant la grossesse, le travail et postpartum. Ce projet de naissance, va pouvoir nous permettre d'accompagner les couples. Ça va vraiment être un outil précieux pour que la sage-femme qui soit présente en salle, de la filière physiologique qui soit présente en salle ce jour-là, puisse vraiment ajuster son accompagnement et être au plus près de la spécificité et des besoins du couple. L'entretien est mené en général par la sage-femme référente du couple. Concernant l'accueil des urgences obstétricales, il sera pris en charge par les sages-femmes de la filière physiologique. Il faut savoir que ces sages-femmes des filières physiologiques sont joignables 24 heures sur 24 par une ligne téléphonique dédiée et une adresse mail spécifique aussi. Ces échanges téléphoniques et par mail sont très fréquents et on remarque souvent qu'ils sont forts de confiance et de réassurance pour les patientes, ce qui fait qu'on a plutôt une faible survenue des consultations aux urgences obstétricales. Concernant le suivi de terre matin, il va être effectué en général aussi par la sage-femme de la filière physiologique. Il n'y aura pas de déclenchement systématique à 41 semaines plus 5 jours comme cela peut être fait en règle générale en filière conventionnelle. On peut faire une expectative jusqu'à 42 semaines avec la possibilité de méthodes alternatives qui vont être proposées comme une stimulation du travail par le tire-lait ou l'acupuncture. Après, il faut savoir qu'après, de toute façon, 42 semaines, la patiente sera rebasculée automatiquement en filière conventionnelle. Pendant le travail et la naissance, le suivi sera fait par une sage-femme de la filière physiologique, bien évidemment, ce qui nous demande une grande disponibilité, car le principe, c'est le one-to-one, c'est-à-dire une femme pour une sage-femme. Donc, il n'y a pas de surveillance de déclenchement d'autres patientes en travail sous péridurale en même temps. Au niveau de l'accompagnement, donc il n'y a pas d'analgésie péridurale. La femme va être totalement libre de ses mouvements et elle est au contraire encouragée à adopter les postures qu'elle semble le plus confortables pour elle. On va bien sûr la conseiller
si on sent qu'elle a besoin. Pour ce qui est du moment de la naissance en soi, la femme va pareil adopter spontanément la position dans laquelle elle est le plus à l'aise, avec le moins d'intervention possible de la sage-femme. Des fois, on pratique aussi souvent le hands-off, c'est-à-dire qu'on ne met même pas les mains pour la naissance. Donc, il n'y a pas de position imposée, pas de position gynécologique. Et comme je le disais tout à l'heure, la patiente peut même accoucher dans le bain. Notre rôle, en fait, est vraiment un rôle d'accompagnement. On va encourager aussi les couples à vivre la phase de latence à la maison et à se faire confiance pour venir au moment opportun à la maternité. Donc, notre accompagnement va vraiment être de la mise en confiance et de la réassurance avec des méthodes non médicamenteuses pour la prise en charge de la douleur telles que la mobilité, le massage, le bain, la respiration. Et nous sommes là présentes pour veiller sur la sécurité du couple mère-enfant. On va être un peu plus présente au moment de doute, comme la phase de désespérance ou à des phases plus intenses. Et nous serons vigilantes à ne pas précipiter la naissance, c'est-à-dire à ne pas anticiper le réflexe naturel de pousser, par exemple. Pour ce qui est de la surveillance médicale, nous allons donc respecter les recommandations émises par l'HS pour la surveillance du travail, en particulier pour la surveillance du monitoring fœtal, une surveillance discontinue en phase de latence et en phase active. On va donc suivre les recommandations en faisant l'auscultation cardiaque fœtale, soit en continu, soit toutes les 15 minutes pendant la contraction et immédiatement après pendant au moins 1 minute. Il n'y a pas de toucher vaginal systématique. On va en faire toutes les 2 à 4 heures et selon en fait ce que le souhait de la patiente également. On ne l'examine pas d'emblée dès qu'elle arrive, on voit avec elle, on discute avec elle tandis qu'elle souhaite être examinée. Et il y a, en ce qui concerne la délivrance, un respect de la physiologie également, jusqu'à 45 minutes après la naissance, en perturbant le moins possible la rencontre avec l'enfant. Et on va favoriser les méthodes de délivrance par des méthodes naturelles, telles que des mouvements du bassin, position accroupie, fausse inspiration, lorsque la délivrance tarde. Pour ce qui est de l'APO, elle n'est pas systématique. Les couples, on propose aux couples, nous faisons une information éclairée aux couples qui choisissent de la faire ou non. Ça dépend des filières aussi également. On va beaucoup s'attarder dans notre accompagnement à respecter les 5 sens. Donc le couple est vraiment invité à s'approprier le lieu en créant une ambiance qui va vraiment être rassurante pour eux, avec une lumière tamisée. Ils peuvent venir avec des tenues confortables à eux. Une musique aussi avec une playlist qu'ils auront choisie. On va couper le son du monitoring également. Il est possibilité de boire et de manger des petites choses légères ou des jus de poisson comme les jus de pommes, des choses non acides. Pour aussi ne pas, couper le couple quand il est dans sa bulle, on va les inviter à ne pas se soucier du temps et souvent on va cacher l'horloge dans la salle, ne pas, on va dire de ne plus s'intéresser en fait à leur téléphone portable et à l'heure qui passe. Et concernant la dilatation du col, on ne va pas forcément la renseigner au couple non plus. On en parle avec eux au cours de l'entretien prénatal. Le but, c'est vraiment de ne pas les sortir de leur bulle. Concernant le séjour à la maternité, il va se faire au choix du couple. Cela peut être un séjour classique avec souvent des visites entre guillemets de courtoisie auprès des patients de la filière physiologique par les sages-femmes de la filière physiologique. Parfois, selon les maternités, il peut y avoir une présence de la sage-femme de la filière physiologique en suite de naissance. Les patients peuvent bénéficier, selon la filière, d'un retour précoce avec la filière physiologique ou bénéficier du prédo précoce, bien évidemment. Il y a donc 2 filières sur les 4 qui proposent un retour précoce pour leurs patientes. Donc, c'est vraiment une hospitalisation à domicile avec un accompagnement tous les jours avec une sage-femme de la filière physio jusqu'à J4, J5 selon les besoins de la patiente et de son enfant. Elle peut sortir dès 6 heures après son accouchement jusqu'à 48 heures après la naissance. Les visites à domicile vont être en général assez longues. On prend vraiment le temps avec les gens. On peut faire le test de buterie à la maison, des prises de sang si nécessaire. Et en cas de complications, la patiente et l'enfant sont réhospitalisés. Ce choix en général est fait au cours de la grossesse, mais le protocole est assez souple. Les patients peuvent changer d'avis après la naissance si finalement elles souhaitent un séjour classique ou sortir précocement à 48 heures à la dernière minute si elles le souhaitent.
c'est que vraiment en cas de sortie précoce entre H6 avant H48 que là, il est nécessaire d'anticiper pour qu'il y ait une visite de l'enfant chez un médecin généraliste ou un pédiatre entre 48 heures et 72 heures de vie. Les patientes qui sont rentrées à domicile peuvent joindre bien évidemment une sage-femme de la filière physiologique 24 heures sur 24 en cas de besoin. Pour la période du postpartum, seules 2 filières physiologiques, ANAE et Alternative, proposent une visite postnatale. Seule Alternative propose une rééducation du périnée. Pour ce qui est des autres filières, cela se fera en libéral. Par contre, les filières proposent un entretien postnatal qui peut être fait à partir de 2-3 semaines après l'accouchement. Il est fait en général à la demande des couples. Et c'est vrai que dans la majorité des cas, l'objectif est vraiment d'avoir une discussion, un échange autour de la naissance. Et souvent, ce sont des couples qui ont eu une naissance un peu difficile ou qui ont besoin de reparler de leur vécu. Cet entretien en général fait avec la sage-femme référente de la grossesse ou la sage-femme qui était présente au moment de l'accouchement. Dans la période du postpartum, on propose aussi une fois par mois des séances retrouvailles. C'est-à-dire que tous les couples qui ont été suivis en filière physiologique peuvent venir une fois par mois se retrouver pour échanger avec d'autres couples qui ont vécu la même expérience. Les sages-femmes aussi peuvent être présentes, peuvent revoir la sage-femme qui était présente à la naissance ou la sage-femme référente de leur grossesse. Et c'est vraiment un moment de convivialité et l'occasion de témoigner de leur vécu, de partager leur expérience. Dans la troisième partie de cette présentation, je vais vous exposer quelques données issues de la filière physiologique La Bulle dans laquelle je travaille. Nous n'avons pas encore de données effectivement qui correspondent aux 4 filières physiologiques. Donc La Bulle, elle est née en décembre 2018 et là je vais vous présenter les données des 3 premières années de fonctionnement. Donc dès le départ, les objectifs de La Bulle ont été remplis. Notre objectif est d'accompagner 22 patientes par mois. Nous avons même une liste d'attente qui a été mise en place depuis janvier 2021 afin de rappeler les patientes lorsqu'une place se libère. Nous avons reçu au total 954 patientes en première consultation, dont 808 ont été intégrées dans la filière. C'est-à-dire que 17% des patientes qui ont été vues en première fois étaient non éligibles. Et il est important de souligner que 54% de nos patientes sont des primipares. En ce qui concerne le suivi de grossesse, on peut noter après 3 ans de fonctionnement que nous accompagnons les patients de plus en plus précocement. Le terme moyen d'entrée dans la filière était de 22 semaines en 2021, mais que le suivi exclusif bulle concerne environ 40% de nos patientes versus 33% avant la première année en 2018. Donc la majorité de nos patientes sont suivies conjointement avec le libéral, puis à partir de 32 semaines uniquement dans la filière physio. 37% de nos patientes font leur préparation dans la bulle, ce qui reste une proportion relativement stable. En fait, il faut savoir que tous nos créneaux sont remplis, donc on a un partenariat très important avec le libéral. Concernant les transferts anténataux, nous avons 27% des patientes qui vont être transférées en anténatal. Cette proportion est restée stable sur les 3 ans. Les principaux motifs de transfert en anténatal sont tout d'abord le termatin, la suspicion de macrosomie et enfin la présentation du siège. En ce qui concerne les données de la bulle en perpartum, nous avions 592 patientes toujours éligibles en début de travail après les transferts anténataux. Sur ces 592 patientes, 408 d'entre elles, soit 69%, ont eu une naissance naturelle. Et ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a une augmentation de cette proportion d'accouchement naturel sur les 3 premières années. En effet, le taux de transfert a baissé sur les 3 premières années. Il est passé de 34% en 2019 à 27% en 2021. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que la moitié des transferts perpartum sont en général pour changement de projet avec choix d'analgésie péridurale. Et que cette tendance, en fait, qu'on note une décroissance, en fait, ce motif de transfert, parce qu'il est passé de 20% à 13% en 2021, ce qui explique notre augmentation de naissance naturelle sur les 3 premières années de fonctionnement. Les autres motifs principaux de transfert perpartum sont l'altération du rythme cardiaque fœtal, l'extraction instrumentale et les pathologies de la délivrance. Dans le postpartum, sur les 808 patientes éligibles au départ dans la bulle,
nous en avions 50%, soit 408 d'entre elles, toujours présentes dans la bulle, après l'accouchement. Concernant les transferts postpartum, ils concernaient surtout l'enfant. Dans plus d'un tiers des transferts, il était un motif pour retard de croissance intra-utérin non diagnostiqué en anténatal. Les autres transferts concernaient les enfants macrosomes ou encore les mauvaises adaptations à la vie extra-utérine. À noter que nous avons eu un seul transfert pour motif maternel sur 3 ans. Pour le séjour à la maternité, 28% des couples, soit 114 couples au total, ont bénéficié d'un retour précoce, dont seulement 5% avant 48 heures. La plupart des couples ont tendance à rentrer au-delà des 48 heures, entre 48 heures et 72 heures après l'accouchement. À noter que nous n'avons eu aucune réhospitalisation à déplorer et que beaucoup de couples auraient parfois aimé sortir précocement, mais qu'ils étaient non éligibles au retour précoce pour éloignement géographique par rapport au CHU de Rennes. Après avoir expliqué les modalités de fonctionnement et d'accompagnement en filière physiologique et quelques données de la bulle, je vais faire un petit point rapide sur les perspectives et l'intérêt du développement de ces filières physiologiques en France. Tout d'abord, le premier intérêt, c'est de pouvoir pérenniser et déployer ce type de filière en parallèle de l'ouverture de nouvelles maisons de naissance en France et de modifier ainsi l'offre de soins française en périnatalité. Ceci va permettre de répondre à la demande croissante des couples, mais aussi des sages-femmes de pouvoir personnaliser l'accompagnement de la naissance dans le respect de la physiologie. Les filières physiologiques sont vraiment adaptées aux couples qui, en plus du respect de l'accouchement naturel, recherchent une sécurité inhérente aux établissements hospitaliers. Les sages-femmes aussi s'y trouveront valorisées dans leur parcours professionnel, car leur pratique professionnelle quotidienne est vraiment diversifiée et autonome et permet un épanouissement davantage satisfaisant que nous retrouvons de manière unanime dans les équipes. Un collectif des filières physiologiques français, voire européens, parce que la Belgique y participe, a d'ailleurs vu le jour il y a quelques mois. Ce qu'on peut attendre aussi des filières physiologiques, c'est qu'il y aura un impact sur éventuellement les filières physiologiques de manière positive. Faut savoir que l'existence d'une filière au sein d'établissements de santé conventionnels vont tendance à avoir influencé les pratiques, comme par exemple le bain en cas de rupture prématurée des membranes, le déclenchement par tire-lait, etc. Mais qu'on peut aussi espérer peut-être pouvoir faire en sorte que la prise en charge en filière physiologique puisse être impactée de manière positive l'accompagnement en filière conventionnelle, en augmentant par exemple les temps de consultation en filière conventionnelle, un suivi global par une sage-femme référente, la possibilité du one-to-one en salle de naissance, ou en tout cas avec des chiffres revus au niveau de l'accompagnement, au niveau des décrets périnataux, une personnalisation du suivi qu'un projet de naissance éventuellement, même quand on souhaite une péridurale. Dernier point, intérêt de santé publique majeur, parce qu'on peut constater que les filières physiologiques pourraient améliorer les indicateurs de santé en périnatalité et que l'accompagnement dans ces types de filières pourrait avoir un impact positif sur le couple de jeunes parents, comme je le disais au départ, sur le lien mère-enfant et même sur le lien parent-enfant, avec des retombées qui peuvent être bénéfiques sur le développement de l'enfant jusqu'à son âge adulte, ce qui est déjà retrouvé dans la littérature. On peut noter en fait aussi que cet accompagnement pourrait avoir un impact sur justement positif sur la dépression du postpartum et même la dépression du postpartum que ce soit chez la femme ou chez le coparent. D'autant plus qu'il s'agit d'un enjeu majeur de santé publique face à l'augmentation du nombre de morts maternelles par suicide ces dernières années, comme peut le montrer le 6e rapport de l'enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles paru en janvier 2021. Et dernier point de santé publique, c'est que même si au départ on va plus investir en filière physiologique avec des consultations plus longues, des consultations plus nombreuses aussi en fin de grossesse et le one-to-one, le fait d'avoir cet impact positif sur la santé périnatale et le couple de jeunes parents et l'enfant pourrait diminuer les coûts à long terme. Je vais terminer cet exposé en faisant le point sur la recherche en maïeutique. Donc, il existe un projet de recherche en cours, PhysioCare, qui est donc coporté donc par moi-même et par le professeur Ronan Garland-Tézec, qui est PIPH
en santé publique au CHU de Rennes. Donc ce projet a obtenu un financement de 307 000 € de l'Institut de recherche en santé publique en juin 2021. Actuellement, il est en cours avec des inclusions qui sont prévues en septembre 2022 et des résultats qui seront disponibles en 2024. Pour ce projet, nous allons monter une cohorte multicentrique de type exposé-non exposé. Donc exposé, ce sont les femmes suivies en filière physiologique, non exposées, les femmes suivies en filière conventionnelle, avec 567 femmes, c'est-à-dire 189 patientes en filière physiologique et 378 en filière conventionnelle. On va inclure ces femmes entre 34 et 39 semaines d'aménorrhée et elles seront suivies ainsi que leurs enfants jusqu'à 6 semaines du postpartum. L'objectif va être d'observer l'effet de la prise en charge des femmes enceintes à bas risque pétrical en filière physiologique versus filière conventionnelle. Notre objectif principal sera la voie d'accouchement, c'est-à-dire qu'on va comparer le taux d'accouchement voie basse spontanée versus le taux d'accouchement voie basse instrumentale et de césarienne. Nous allons nous intéresser aussi aux indicateurs positifs de salutogénèse, tels que le taux de mise en travail spontané, le taux d'absence d'intervention pendant le travail, le taux de délivrance naturelle de périnée intact, etc., le nombre d'allaitements menés avec succès. Aussi, par des autoquestionnaires, nous allons interroger les femmes et nous allons étudier la mise en place du lien mère-enfant, le vécu de la naissance par les couples, le niveau de traumatisme des femmes en lien avec l'accouchement et la dépression du postpartum chez le couple de jeunes parents. Il y a aussi un volet qualitatif dans cette étude, c'est-à-dire que nous allons mener avec une psychologue chercheuse des entretiens semi-directifs sur un échantillon de couples et de sages-femmes. Pour les couples, l'objectif sera de connaître les représentations de la prise en charge par la mère et le coparent, le vécu de la naissance et la mise en place du lien mère-enfant. Et pour les sages-femmes, l'objectif sera d'appréhender les représentations et les vécus de l'organisation des soins par les sages-femmes exerçant dans l'une ou l'autre des filières. Et enfin, une étude médico-économique nous permettra d'évaluer de l'efficience de la prise en charge en filière physiologique par rapport à la filière conventionnelle et de faire une comparaison des coûts entre les deux filières. Je vous remercie de votre attention. Je m'excuse de mon absence aujourd'hui à Paris Santé Femmes, mais j'ai été sollicitée pour un autre congrès à Saint-Malo le même jour, quasiment à la même heure, aux Assises nationales des sages-femmes. Je vous souhaite à tous une très belle fin de congrès. Donc effectivement, on ne va pas pouvoir poser de questions à Marion, mais il y a des représentants de Rennes. Je ne sais pas si il y a Rémi et Pauline. Peut-être que moi j'avais une question justement sur le médico-économique. Alors on n'a pas la réponse bien sûr à la question de cette étude puisqu'elle n'a pas encore commencé. Mais à l'heure actuelle, on a quand même des difficultés de recrutement de sages-femmes dans nos maternités. Donc vous, si j'ai bien compris, vous privilégiez 12 sages-femmes pour cette filière physiologique. Comment vous vous positionnez par rapport aux autres sages-femmes Je ne sais pas si on peut répondre à cette question. Je peux répondre en une partie. Après, Pauline connaît mieux l'aspect médico-économique pur pour l'aspect physio-care. Sur le fonctionnement en fait actuel, effectivement, ça fait plus de sages-femmes par accouchement en termes de nombre de sages-femmes. Après, en termes d'ETP, il n'y a que des sages-femmes. Donc, ça ne fait pas forcément plus d'ETP en termes de nombre d'accouchements, parce qu'il n'y a pas les auxiliaires, il n'y a pas d'autre chose. Si je prends, alors, les fonctionnements sont différents entre la bulle, parenthèse. Par exemple, parenthèse, c'est les sages-femmes qui font tout de A à Z, programmation des rendez-vous, consultation, déplacement à domicile, cotation des actes. Donc après, il faut voir en fait en termes d'ETP et de coûts réels de personnel. Donc ça, c'est une autre chose. Concernant le recrutement des sages-femmes, effectivement, ça fait consommer entre guillemets plus de sages-femmes par accouchement, mais d'un autre côté, c'est un critère d'attractivité.